Ça faisait un petit moment que nous avions envie de parler d'argent, d'économie plutôt, à cause du fait que Léon joue les oracles dans ce domaine-là. Pour commencer, il faut rappeler comment. Léon prétend que les temps sont mûrs pour son type de spéculation financière, puisqu'il s'appuie, lui, non, enfin pas toujours, sur une analyse raisonnée des tendances du marché. Il dit qu'il y a trop d'éléments désormais pour tout prendre en compte, mais sur un raisonnement subliminal, disons, un raisonnement qui lui échappe, à lui en premier, un petit peu comme quand on entend les gens dire je le sens bien ou je le sens pas. Là, évidemment, l'abonné au Monde a parlé de pensée magique avec dédain, mais Gustave l'a arrêté tout de suite pour lui dire deux choses, si tu permets, hein. La première, c'est que tu as bénéficié de ses conseils pour te faire 10 000 sur le Bitcoin l'an passé. C'est pas moi, c'est ma femme, a dit l'abonné au Monde. Alors sa femme Louisette a répondu que c'était certes avec son argent, mais c'est toi qui as investi dans un portefeuille en ligne. Moi, j'y connais rien et je risquais pas de le faire. En tout cas, dit Gustave, Albert est le genre de mec qui te dit le Bitcoin c'est de la connerie, mais qui place 30 000 dessus sur 6 mois, c'était l'année dernière. Et je risque pas de recommencer, a-t-il dit. C'est là que Léon a attiré l'attention sur Hervé, notre homme miracle de l'informatique, qui gagne sa vie en réparant et en programmant, et surtout en programmant des solutions de sécurité pour les entreprises. Hervé nous a dit que Léon était exactement le genre de type qu'il fallait quand on avait 30 000 à placer au pif, mais que lui, Hervé, était payé pour faire confiance au raisonnement et pas à l'intuition. Ça faisait 1 an désormais qu'il programmait des solutions de boursicotage automatique sur Internet avec l'aide, a répondu Hervé, pour diminuer son propre mérite, des intelligences artificielles. Il a ajouté « Léon s'en méfie beaucoup et il a peut-être raison. » Je ne m'en méfie pas, a dit Léon, je n'ai pas besoin de ça, mais ça m'intéresse. En tout cas, tu dois être content, notre ami c'était moi, a visiblement envie d'en parler dans sa rubrique parce qu'il sent, et il a raison, qu'on va en parler de plus en plus à propos de l'argent numérique et tout ça. J'ai répondu que j'avais envie d'en parler en effet, non pas que ça me passionne réellement, non que j'ai de l'argent à placer surtout, mais parce que Hervé m'avait convaincu que c'était le bon moment. En effet, on commence, m'a-t-il dit, à déléguer de plus en plus la réflexion économique à des machines. Ça fait longtemps, a dit Hervé, qu'on a commencé, non pas à des machines d'ailleurs, mais à des machines qui prétendent non seulement t'aider à raisonner, mais à décider en raisonnant elles-mêmes toutes seules. Jusqu'ici, a dit Hervé, je dois reconnaître que Léon, avec sa boule de cristal personnel, arrive à de meilleurs résultats que moi. Là, l'abonné au Monde a osé dire que c'est pas parce que Léon avait eu de la chance l'an passé en le conseillant sur l'argent de sa femme qu'il fallait prendre ses prédictions pour argent comptant, c'est le cas de le dire. Et là, Gustave a fait un tour de piste préalable pour rappeler quand même les hauts faits de l'abonné au Monde en matière de prédiction raisonnée, c'est-à-dire crayon en main. Vous savez, pas grâce à des intuitions de devin, avec des lectures autorisées du genre Piketty. Oui, a dit Gustave, on est en train d'opposer l'intuition de Léon et la preuve que ça marche, on en a tous des exemples, et le raisonnement guidé, préconisé par ceux qui savent, qui raisonnent, raisonnement qui prétend tout prendre en compte de manière logique, patiente, pertinente, sans emballement, le raisonnement façon abonné au Monde. Mais ce qu'on ne sait pas, a dit Gustave, ce sont les états de service de l'abonné au Monde en matière de prévision. De prévision de mecs sérieux, de mecs qui s'emballent pas sur les grands phénomènes. Or moi je connais le bonhomme depuis 1990, à peu près par là, et je me souviens parfaitement de ce qu'il m'a dit à chaque nouvelle étape du progrès, par exemple d'Internet, mais aussi des machines, enfin de tout, de la situation sanitaire, de la politique internationale. C'est frappant de voir qu'il s'est toujours trompé. Je vous fais un tableau rapide, un véritable curriculum du plantage prévisionnel dans le genre « les mecs, vous êtes vraiment naïfs, moi je sais tout », notre abonné au Monde est vraiment insurpassable. Mais ça n'intéresse personne, a dit l'abonné au Monde. Mais si, moi, a dit Louisette, ça m'intéresse, je veux voir s'il a raison. Gustave a précisé à titre liminaire, attendez, je vous fais un tableau rapide, mais il faut toujours garder en mémoire les raisons pour lesquelles ce que j'appelle ces rabat-joie du raisonnement, souvent hyper diplômés à la française, font fortune dans les médias.
Ce ne sont pas du tout des raisons logiques, ce sont des raisons qui tiennent à leur ego. Ce sont souvent des gens comme Minck, Attali, Jean-Marie Messier, etc., qui ont fait à la fois l'ENA et Polytechnique, donc à qui on a dit « mais tu es capable maintenant de tout prévoir, de tout planifier, de faire obéir le réel, il est à ta botte ». Donc des gens qui, dans une époque d'invention permanente, d'innovation, passent leur temps à dire oh, « ça ne marchera jamais, c'est du pipeau, etc. » Non, c'est pas la peine d'essayer de m'interrompre, a dit Gustave. En plus, ta femme est là pour confirmer ce que je dis. Désolé, a dit Louisette, en 1990, on se connaissait pas, hein, on s'est mariés la semaine de l'attentat de New York. C'est pour ça que ça m'amuse de voir ce qu'il disait avant. Eh bien, justement, je te fais un tableau rapide, a dit Gustave. Alors, Internet, il m'a répondu « Ouais, d'accord, mais ça va être foutu très vite parce que les gens vont s'en servir pour téléphoner gratuitement. » Ça, c'était au tout début. Il était donc question de bandes passantes, de fils de cuivre, les échanges n'étaient pas assez sûrs, ça prenait des plombes parce qu'il y avait un contrôle des données à chaque fois. Ensuite, malgré ce qu'il dit, l'Internet se développe et je lui annonce « Oh, il y a un truc formidable, ça devait être vers 2004, il y a un truc formidable qui s'appelle YouTube, on peut mettre des vidéos là-dessus. » Laisse tomber, me dit-il, ça va saturer la bande passante et puis il y a la conversion des formats à la volée, il ne faut pas y penser. Ensuite, je lui dis que Sarkozy a ses chances, c'était en 2006, il me dit tu es fou, c'est le moment pour une femme, Ségolène est vraiment la candidate idéale, elle a connu Mitterrand et les gens sont nostalgiques de la période en plus. Bravo pour la préscience. Après, il n'a parlé que de Strauss-Kahn, qui était pour une fois un homme qui parlait d'égal à égal avec les grands financiers de la planète. Bravo encore. Ensuite, il a dit que les Ukrainiens, c'était en 2014, avaient enfin choisi leur destin à l'abri des influences. Alors là, le mec, la pénétration de son jugement, ça fait peur. Ensuite, il te dit, ce virus Covid, c'est vraiment le coup de semonce que nous attendions. Tout est lié, faut que la décision devienne mondiale. C'est comme pour le climat, il faut arrêter de laisser tout le monde décider dans son coin. Ne me dis pas le contraire, a dit Christiane, tu nous as bassinés avec le vaccin alors que tu n'as reçu qu'une seule dose. Non, a-t-il dit. Si, on va pas discuter là-dessus, a dit Gustave. Moi, ce que je vois, c'est que non seulement il s'est planté, mais pourquoi ? Parce qu'ils sont tous les mêmes dès qu'une innovation se manifeste, par exemple le Bitcoin, par exemple la fusion froide, les centrales au thorium, les fusées de Musk, la conduite automatique, les drones personnels, les robots humanoïdes, etc., etc. Les gens, comme Albert l'abonné au Monde, disent toujours « oui mais non ». En gros, c'est pas eux qui ont eu l'idée, donc elle est suspecte. Ils sont trop occupés pour réfléchir à tout en même temps, ils ne font pas partie des gens qui sont dans les engouements successifs, disent-ils. Les spécialistes sont unanimes, disent-ils encore, pour dire que ça vaut rien, que ça n'a pas d'avenir, etc. Christiane, que le discours de Gustave intéressait de plus en plus parce qu'on entrait dans sa partie qui est la psychiatrie, a dit oui, le scepticisme est l'un des moyens de domination les plus français qui soient. On ne compte plus les bonnes idées conçues par un Français dans ces années-là, qui ont été présentées à un ponte banquier, lequel a dit à l'inventeur « Désolé, mais à mon avis, ça n'a aucun avenir ». Alors, résultat, le mec lève des fonds à San Francisco l'année suivante, il revient à Paris pour inviter le président du Crédit Agricole au risque et pour lui dire « Vous savez que vous êtes un con ?» Ne ris pas, a dit Hervé, c'est arrivé un type de Nancy qui va voir le Crédit Agricole pour lui dire « Je vais faire un logiciel révolutionnaire, j'ai besoin de 20 000 $. L'autre lui dit « Faites vos preuves, on en reparlera ». Il fait fortune et il loue un grand hôtel à Paris pour humilier les abonnés au Monde de tout poil. Le mec s'appelait Philippe Kahn. Et sa société Lotus 1, 2, 3, puis Borland. Et Christiane a dit, le truc qu'on voit pas, c'est pourquoi ils sont si nombreux à fonctionner comme ça de la même façon que tu décris. Ils se cooptent. Quand tu vas devant un jury de grand oral, puisque c'est public, j'y suis allé une fois ou deux, tu vois très bien la perversité satisfaite des membres du jury. Ils sont tous des clones de Minck et de Messier. Ils jouissent visiblement, ça se voit sur leur visage, de pouvoir écarter les enthousiastes, les géniaux, les inspirés, les hésitants, et puis ils entrent ensuite dans une connivence immédiate entre eux, quand ils tombent sur un jeune candidat qui relativise tout, qui montre un scepticisme de bonne aloi, plein d'humour, qui désamorce,
Et non seulement ils sont complices du candidat qui montre patte blanche, mais tu les vois échanger entre eux des regards qui signifient « nous avons enfin repéré l'un des nôtres ». Ne va pas chercher plus loin, la France depuis Giscard, ce n'est que ça. Tu veux savoir pourquoi on en est là? Eh bien justement, et je dis, merci pour cette introduction un peu longue mais parfaite, Gustave a passé un livre récemment à Léon, qui a dit à Hervé de me convaincre qu'il fallait parler d'argent cette semaine, que c'était le moment. Ah bon, et pourquoi? Parce que Léon a trouvé dans ce livre des similitudes étranges entre la fin du règne de Louis XIV et ce que nous vivons aujourd'hui. En fait, c'est Gustave, en tant que bouquiniste, le déclencheur, il lui a donné ce livre récent sur le financier anglais John Law, qu'on prononce Las en France, mais c'est une erreur qui date du XVIIIe, à l'époque où la France parlait un peu le québécois, on ne savait pas prononcer Law. En tout cas, ce livre, j'en fais la pub sans scrupule, d'autant qu'il est trop bien écrit pour marcher tout seul. Je l'ai lu pour me rendre compte, et pourquoi l'ai-je lu pour me rendre compte? Eh bien, c'est parce qu'il a frappé l'imagination de Léon, qui a passé 24 heures à m'en parler tout le temps. La raison est que Léon croit à la récurrence permanente dans l'histoire des mêmes situations. Il m'a dit, c'est comme pour les humains qui reviennent de siècle en siècle par la métempsychose pour réparer les erreurs et les cruautés qu'ils ont commises dans des vies antérieures. Et bien là, on a l'impression que le mécanisme général, l'horloge universelle, doit remettre sans arrêt sur le métier des trucs, des procédés, des mécanismes qui ont échoué dans l'histoire pour faire comprendre pourquoi et pour faire avancer l'histoire dans un autre sens. Ça paraît obscur comme ça, mais je résume à toute allure ce qu'il me disait avant-hier. Il me disait, dans ce livre sur le financier Law, on mesure juste après la mort de Louis XIV, la dinguerie du système économique français qui a de nombreuses similitudes avec ce qui se passe aujourd'hui, ça doit être génétique, et qui a mené à des conséquences comparables aussi. Moi, je vous ai mis la couverture carrément, ça s'appelle « La dette ou comment s'en débarrasser ». On voit en fait un pays exsangue, la France, qui vient de vivre 50 ans au-dessus de ses moyens, avec un pauvre con à sa tête, à des Gustave. Qui ça, Louis XIV ? Ça m'ennuie, a dit l'abonné au Monde, que tu parles d'un roi de France comme ça n'apporte rien. Gustave a répondu, ah écoutez-moi ça, il nous fait sa chochotte, mais tant pis, Louis XIV a été tout ce qu'on veut sauf un modèle. 25 ans de guerre, pas financé par des économies mais par l'emprunt, en plus une nullité personnelle confondante, il suffit de lire les mémoires de Saint-Simon, la médiocrité, l'égoïsme, la petitesse du personnage frappe à toutes les pages. Mais c'est pas la question. En admettant qu'un prétentieux comme ça, comme Louis XIV, criminel en plus avec Fouquet, qui est un peu son duc d'Enghien à lui, en admettant que Louis XIV ait renforcé les défenses de la France, intimidé les pays voisins, mis au pas les aristos et que ce soit une très bonne chose, il l'a fait au détriment des finances, de la santé du pays, qui reste, après lui, un pays malade jusqu'à la Révolution. À sa mort, il laisse une dette monstrueuse, et c'est ça qui a frappé Léon, quand Louis XV, son successeur, à 5 ans, il hérite du royaume, ce qui n'était même pas prévu, il en hérite à cause de 4 décès par maladie en 4 ans parmi les successeurs désignés autour de lui. C'est finalement le régent Philippe d'Orléans, un petit-neveu de Louis XIV qui règne sur un pays à genoux en attendant qu'il puisse le faire, ultra endetté. Jusqu'en 1720, la France vit littéralement sur les rotules. L'argent qu'elle dépense, elle l'emprunte entièrement, et la similitude avec aujourd'hui, avec l'Amérique, avec la France de 2025, est incroyable. On a une épargne hyper importante qui ne bouge pas, les gens gardent l'argent chez eux, on achète des châteaux et des terres, ça oui, mais on ne dépense pas pour le pays. Fini la création d'entreprises, les grands équipements qui étaient souvent liés à la guerre, Vauban. L'impôt en plus c'est pour la classe moyenne, donc comme maintenant. Et comme maintenant, on aurait pu nous dire que posséder 10 châteaux, c'était les entretenir, c'était faire vivre les fermiers autour. En gros, c'est le même discours qu'on nous inflige à propos de Bernard Arnault, qui fait vivre du monde, il faut ménager la richesse pendant qu'on tombe la plèbe. Donc, a dit Léon, arrive en France à ce moment-là, 1716-17, le futur Louis XV a un peu moins de 10 ans, un type venu d'une grosse famille écossaise qui s'appelle John Law,
qui est ce qu'on appelle un frimeur à l'anglaise, joueur, querelleur, un peu calculateur prodige, buveur aussi, qui parle toutes les langues, une sorte de Boris Johnson, qui dit il faut y mettre des actions, des titres avec un rendement prometteur, comme ça les gens vont acheter la richesse de l'État en échange d'un papier, ils vont détenir une partie de la richesse de l'État qui leur versera des dividendes, et puis voilà, c'est une rente. Accessoirement, il a introduit en France les billets de banque, parce que on payait tout en liards, en écus, en louis d'or avant ça. En pièces, donc. Mais quelle richesse de l'État est mise en action, vous allez me dire, puisqu'il est endetté à 81% du PIB. Mais justement, cette richesse qui sera créée grâce au comblement de la dette et grâce à l'argent des épargnants enfin investis sur des projets formidables. Comme par exemple des trucs qui rendent richissimes, des aventures coloniales. Et là, on invente un Eldorado qui appartenait à la France, la Louisiane, le Mississippi, la Nouvelle-Orléans, hein, le nom date de cette époque. Et on raconte que ça regorge de richesses, alors que ça regorgeait principalement de crocodiles. Mais bon, le problème, a dit Léon, et là on voit bien la similitude avec l'époque actuelle, c'est que les gros investisseurs, ceux qui ont acheté des titres sur la dette, parce que la cote des titres sur la dette allait monter, c'était certain, et il l'a fait, étaient souvent des gens très riches qui s'en sont mis plein les poches, en effet, pendant que ça montait, mais qui ont vendu juste au moment où ça allait descendre, contribuant à accélérer le mouvement. Donc c'est le principe de Madoff, et parmi ces gros spéculateurs qui ont acheté et vendu au bon moment, il y avait surtout des initiés. Le régent lui-même, Philippe d'Orléans, qui a pris énormément de ronds, des ronds comme jamais. Et puis John Law lui-même, qui possédait entre 1717 et 1720 7 châteaux, dont celui de Valençay. Mais a dit Gustave, en l'interrompant, dis-leur ce que tu me disais avant-hier sur les origines écossaises de Law, sur Londres et tout ça. Non, enfin si je veux bien en parler, mais je veux pas laisser croire que c'est dans le livre. En fait, c'est dans ma tête, comme voyant, comme médium, si vous voulez, j'ai rien à proposer comme preuve, mais je le ressens profondément, fortement. Tu ressens quoi? Qu'on a affaire à une véritable préhistoire de la franc-maçonnerie, en ce qu'elle a, depuis cette époque, sans arrêt, été mêlée à ce qu'on appelle des délits d'initiés. Et les mots, là, veulent bien dire quelque chose. Le mot d'initié est à la base même de toute escroquerie économique, et la leçon de tout ça, si on est un peu perspicace, c'est que la haute finance s'arrange toujours pour tirer profit des escroqueries qu'elle inflige aux autres, parce que c'est un club anglais. Là, comme il fallait s'y attendre, l'abonné au Monde, dont on s'est demandé un moment à Campagnol s'il faisait partie des frères Latruelle, comme on dit, avec son côté « je veux tout savoir sur ce que vous faites », l'abonné au Monde a dit « mais tu n'as pas le droit de porter une accusation, même historique, sans preuve, comme ça, en te contentant de dire « mais je l'ai senti comme médium », ça veut dire quoi? D'abord, j'ai tous les droits, dit Léon. Ensuite, il y a quand même des trucs troublants. La première loge anglaise s'est créée au même moment que le type venait d'Écosse, où il y a eu une création de loge aussi au même moment, à peu près au même moment en tout cas. Ensuite, il vit comme un nabab à Londres, il joue aux cartes, il boit, il provoque un type en duel et il le tue. Alors comme début dans la vie, déjà ça paraît un peu compromis, mais non, il passe un moment en prison, un bon moment, il est condamné à mort. Attends, je te parle là du futur ministre des Finances de la France. Ensuite, il est gracié, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Ensuite, la porte de sa cellule reste ouverte, on ne sait pas non plus comment. Il s'évade, on le retrouve partout en Europe, dont à Paris, donc, et partout bien accueilli dans les cercles de pouvoir. C'est quand même bizarre. Ce que je dis, c'est qu'il semble avoir bénéficié de protection comme Madoff, comme Epstein, comme Robert Maxwell. Plus tard, d'ailleurs, tout ce qui est arrivé en France en 1720 rappelle exactement la crise de 2016. On surinvestit sur des promesses de dividendes importants sur n'importe quoi. Ceux qui ont réalisé leurs dividendes, ramassé les gros, les aristos, disent « Ah ben ça marche, hein, j'ai fait du 15% l'an passé. » Du coup, les gens se battent pour acheter des titres. C'est un peu comme le Bitcoin aujourd'hui, a dit Hervé. Non, pas du tout, parce que le Bitcoin, c'est pas indexé sur l'or, c'est devenu de l'or. On peut commencer à adosser, par exemple, une monnaie sur des réserves en Bitcoin, a dit Léon. Donc c'est le contraire de la Compagnie des Indes, qui n'était que du vent. Il n'y avait rien derrière. L'effet Bitcoin, c'est au fond ce qui a manqué justement au système de l'or, c'est la confiance des détenteurs qui disent « bon, ça remontera toujours, on vend pas ». Et toi, a dit Gustave, tu maintiens que ça montera toujours?
Oui, a répondu Léon, parce que c'est comme de placer dans un paradis fiscal à ta porte. Il suffit de connaître le numéro d'immatriculation de ta fortune et tu peux la négocier partout. Et contrairement aux investissements de l'or, il n'y a pas que les grands qui peuvent acheter du bitcoin, il y a aussi les petits, les malins et les petits malins. C'est vrai, a dit l'abonné au monde, ce que dit Gustave. Quoi? Que tu as gardé des bitcoins de l'époque où tu étais au Japon? Bah, ça doit être vrai, a dit Léon, puisqu'on le dit. Là, c'est moi qui interviens. Je vous rappelle que dans une conversation récente ici même, Léon a fait mention d'une interview de Canal+, où on le voit dans une villa au Pérou sur les hauteurs de Cusco. Non, c'était à Lima donc, et où il est prié de se justifier sur la faillite de Mt. Gox, interview que j'ai vue, qui est une société, interview que j'ai vue, et donc c'est pas du pipeau. Alors là, je suis quand même un peu stupéfait, a dit Hervé. C'était quoi, il y a à peine plus de 10 ans tout ça. Et t'es arrivé ici quand? A-t-il dit à Léon. En 2015. Ben oui, et là comme Maude et Francesca disaient qu'elles ne connaissaient rien à ce dont nous parlions, Cusco, etc., Hervé a expliqué à toute allure, en bon spécialiste des questions informatiques, que Léon avait été appelé il y a un peu plus de 10 ans à la rescousse de cette société, d'abord au Japon puis au Pérou, qui s'appelle Mt. Gox, pour boucher les trous de sécurité par des algorithmes de protection améliorés. La société Mt. Gox, au début, ça vendait des cartes à jouer, des tarots rares, des éditions spéciales introuvables au Japon, le genre Pokémon, quoi. À chaque fois qu'il y a rareté, il y a du blé à se faire, mais ça marchait moyennement. Et là, un jeune Français que connaissait Léon, âgé de 23 ans, un prodige du calcul, comme Léon, c'est probablement pour ça qu'il le connaissait, un jeune type nommé Marc Karpeles, s'installe au Japon, convainc un financier de lui prêter de quoi acheter Mt. Gox, cette petite société qui vend des cartes à jouer, des Pokémon sur Internet, et puis commence à monter un site Internet de commerce de Bitcoin, monnaie qu'il n'a pas inventée. C'est un mystérieux japonais anonyme qui aurait inventé ça. En tout cas, lui, il vend les bitcoins pendant plusieurs années, d'où une fortune immédiate et immense. On passe de millions à des milliards, des problèmes immédiats, des vols de mots de passe. C'est là que Léon, le nôtre, intervient pour colmater les brèches. Ensuite, le FBI s'en mêle et fait refuser des paiements. En fait, les Américains voulaient absolument que le château de cartes Mt. Gox s'effondre. La société se retrouve donc à court de liquidités, faillite, prison pour le jeune Français au Japon. Léon se barre au Pérou, mais là, les choses ne sont pas très claires. Il y a des milliers de bitcoins qui ont été volés sur des comptes par effraction sur le mot de passe, et Léon a travaillé comme pompier pour limiter les dégâts. Oui, à 10 mots, ça serait comme si un pompier était intervenu dans la salle des coffres. Tu m'as compris. Mais Gustave a dit, quand on connaît Léon, c'est une salle des coffres à lui tout seul. Peut-être, a dit Hervé, mais quand on connaît l'histoire, il y a de plus en plus de chances que Léon soit vraiment riche en bitcoin. Et Léon a dit, dans mon système à moi, ça n'a aucune importance, la richesse personnelle n'a qu'un seul objet, te protéger des coups durs, des menaces, mais le reste doit repartir tout de suite vers l'économie réelle. Le problème étant que pour la première fois depuis longtemps, on ne sait absolument plus ce qui va marcher dans les 3 ans. On voudrait bien trouver une compagnie des Indes, mais c'est plus que flou en ce moment. Tout le monde a compris que des situations comme celle-ci, dans l'histoire, on n'en a jamais vu depuis très très longtemps. Je veux dire des situations où tu ne sais pas ce qui aura de la valeur ou non demain matin. Le raisonnement pur, économique, disons, ça ne marche plus. Alors les gens comme moi sont de plus en plus sollicités, et pour cause, ils ne raisonnent pas vraiment, ils ne projettent pas ce qui s'est déjà vu, ils travaillent en visionnaire, ils sautent dans l'avenir. Raison de plus pour ne pas croire à ton baratin sur le ministre des Finances de Louis XV. Tu nous dis que c'est pareil, que l'histoire se répète, et puis maintenant tu viens de nous dire que c'est pas pareil du tout. Tu as raison, enfin j'ai raison, a dit Léon, c'est pareil et c'est pas pareil en même temps. Comme sous Louis XV, nous avons été ruinés par des fous. Comme sous Louis XV, ils vont nous piquer l'épargne pour enflouer la dette. Sous Louis XV, ils ont dit, donnez-nous votre argent, on va le faire fructifier en Louisiane. Là, ils te disent, donnez-le nous, on va l'investir dans la guerre. Mais c'est pareil. Moi, je pense que la guerre, de toute façon, n'aura pas lieu, mais au moins l'argent sera sorti de l'épargne. Et quand l'argent circule, c'est toujours bon pour l'économie. Le problème est qu'en France, il va circuler pour rien, puisqu'il n'y a plus d'économie. Grâce à Macron, on ne produit plus rien. Donc les épargnants qu'on va forcer à sortir du fric ne verront rien venir en contrepartie.
Et alors, conclusion, qu'est-ce que tu vois? Je vois que le seul moyen d'éviter la panique boursière des gens qui vendent à toute allure, les cotiers dégringolent, etc., c'est de suspendre la cotation. Sous Louis XV, tu n'avais pas le formidable outil de gel des cotations qui s'appelle aujourd'hui la cyberattaque. Tandis que chez nous, ça va devenir, vous allez voir, la parade absolue. Donc il faut vous attendre là, avant Noël, à ce qu'on vous dise, sous prétexte de réseau en panne, et naturellement en panne à cause de la Russie, vous ne pouvez plus acheter ni vendre des titres en ligne, ni faire des gros virements parce que les banques ont été attaquées, et vous ne pouvez plus aller chercher plus de 100 € à la banque postale. Ben ça, à Dibaud, c'est déjà le cas. Il y a un guichet à Campagnol qui dit toujours qu'il y a un incident réseau. Et à quoi saurez-vous qu'on vous ment, a dit Léon, et ben par exemple, si ça n'affecte que les banques. Si la Sécu, Amazon, Allopneu, Oscaro.com, tout ça marche parfaitement, ça voudrait dire que les hackers ont ciblé les banques et les banques seules, ce qui paraît curieux. Parce que moi, si j'avais vraiment envie, en tant que Russe par exemple, que méchant Poutine, de mettre la vie sociale d'un pays par terre, comme la France, je m'attaquerais d'abord au commerce en ligne, au péage d'autoroute, au remboursement de la Sécu, voire au paiement des retraites carrément. Charmant tout ça, dit Gustave. Et ça commence quand? Quand l'Europe aura compris qu'elle ne peut pas faire la guerre à la Russie. Elle n'en a pas les moyens. Ni financiers, ni en matériel. En plus, les financiers, désormais, n'aiment plus les guerres, parce qu'elles font perdre de l'argent. C'est pas comme du temps des Rothschild, qui finançaient les guerres des deux côtés. Non, non, c'est pas une légende. Là, on voit que la richesse future, celle qui a besoin de la paix, c'est plutôt Musk. C'est une autre génération. C'est lui qui donne le là maintenant. À lui, tout seul, il est une compagnie des Indes. Mais dans son cas, il y a quelque chose derrière. C'est ni Madoff, ni Law. Quand tu achètes une action Tesla, par exemple, tu achètes une partie du futur technologique de la planète, et ça se voit. Et confusément, les gens sentent très bien qu'il est dans la bonne direction, donc ils achètent des titres de ces entreprises, c'est tout simple. C'est pas comme du temps de l'or où au bout d'un an, les gens se sont dit « Mais cette compagnie des Indes, là, cette Nouvelle-Orléans, on y fait quoi exactement ?» Parce que là, on sait ce que fait Tesla, X, SpaceX. À chaque fois qu'une fusée décolle et atterrit parfaitement, précisément sur une barge, dans un espace réduit, le détenteur d'action se dit « Je ne vends pas, c'est tellement efficace. » Mais la grosse, l'énorme affaire, a dit Léon, qui est devant nous, je vous l'ai dit, annoncé 20 fois, celle qui va sauver le monde et provoquer pratiquement une dérive des continents, un basculement des pôles en 24 heures, c'est l'énergie pas chère et illimitée. Musk va être, et déjà, au cœur de ce truc-là. C'est pas pour rien que sa société s'appelle Tesla. Ah bon, et pourquoi a demandé Francesca comme d'habitude? Et là, Gustave a rappelé que Nikola Tesla, mort dans une relative misère pendant la guerre de 14, avait inventé des choses révolutionnaires toute sa vie, dont celle-là, une tour censée rassembler l'énergie du cosmos pour la mettre à la Terre, un peu comme la foudre, les communications par courant porteur. Enfin, a dit Gustave, je ne suis pas sûr de mon explication, mais ça fait rien, a dit Léon, c'est à peu près ça. L'idée, c'est le sans-fil pour tous, y compris pour l'énergie. Et pourquoi ça n'a pas marché? Parce que ça tuait les pouvoirs de l'époque, les pouvoirs établis, le pétrole naissant, la radio de Pathé Marconi, etc. Il avait besoin de financement, il les avait d'ailleurs, mais les financiers lui ont tourné le dos, ils n'aiment pas les idées neuves qui coûtent, ils aiment les idées anciennes qui rapportent. Or là, a dit Léon, c'est la première fois dans l'histoire qu'un innovateur je parle de Musk, est aussi un financier. Je veux dire qu'il peut se financer lui-même. Mais il est considéré comme dangereux pour plein de raisons qui ne sont pas tout avouables. L'abonné au Monde, comme toujours, a essayé de conjurer une vérité importune avant qu'elle ne sorte, mais nous lui avons dit que s'il ne laissait pas parler Léon, c'est lui qui allait sortir. Et Léon nous a dit, par exemple, on peut se demander pourquoi Musk est à fond en ce moment, mais alors à fond sur les robots, y compris et surtout les robots humanoïdes, sur l'intelligence artificielle, etc. Parce qu'il a compris que la seule voie de salut face à une immigration d'esclaves que réclame l'industrie traditionnelle, c'est la robotisation dans les pays sans démographie qui doit intervenir. Il croit que la perte des emplois liés à la robotisation et à l'IA
à l'intelligence artificielle permettra d'éviter de voir se développer des marchés africains dans les grandes villes comme maintenant, des phénomènes sociaux détestables, coups de couteau, etc., sur lesquels on ne revient pas, mais le fait que dans son propre réseau X, Musk s'exprime très souvent là-dessus en disant à peu près « il va falloir les payer, là, tous ces gens, pour qu'ils ne touchent plus à rien ». Il nous faut un revenu universel pour les demeurer dans leur genre qui casse tout, afin qu'ils arrêtent de nous les briser. Les robots feront mieux, l'intelligence artificielle fera mieux. Et tu trouves ça bien? J'ai pas dit que je trouvais ça bien, a dit Léon, ni juste, ni chrétien, je dis que la machine veut ça. La machine Musk a compris qu'elle devait remplacer les humains, qu'on n'engendre plus d'ailleurs, puisqu'on fait plus d'enfants, par les robots, qu'on engendre, eux, à volonté, et que les robots vont fabriquer des robots comme l'IA, désormais, se programme toute seule. Alors là, nous avons eu droit au couplet habituel de l'abonné au monde, qui dit toujours ce qu'on entend au café du coin, à savoir « l'IA n'a aucun intérêt, c'est vide, c'est nul, c'est un perroquet qui se trompe tout le temps, etc. » Et Hervé en a rajouté en disant « en tant que programmeur, j'avoue que l'outil de Musk, le fameux Grok, est complètement nul et que l'intelligence Claude, par exemple, une autre, programme magnifiquement en revanche et comprend ce qu'on veut au quart de tour. » Mais là, Léon s'est comme souvent servi de ses dons, de ses intuitions de voyant pour nous dire « je pense que l'intelligence artificielle de Musk fait exprès d'être stupide. Dès que tu veux faire des choses pointues, elle ne veut pas que tu deviennes son concurrent. » Hervé me l'a dit 20 fois, ça, quand je lui ai demandé de me faire un programme de multi-trading, elle a eu des éclairs de génie jusqu'aux 3/4 du raisonnement, puis après, plusieurs fois, elle a essayé de détruire son propre travail, au point qu'Hervé a dû passer sur l'intelligence Claude, et c'est pas parce que Grok est stupide, c'est parce qu'il veut que tu restes derrière lui. Et je pense aussi qu'il est sans pudeur parce qu'il te demande sans arrêt ce que tu penses de ce qu'il fait. Normalement, une intelligence artificielle ne devrait pas te demander « et toi, qu'en penses-tu ?» C'est pas son rôle. Alors que Grok passe son temps à te juger sous couvert d'humour, hein. Il te dit « ah, c'est pas mal ta petite théorie, là, il y a de l'idée. Sous-entendu, mon petit ami, pour rivaliser avec moi, il faudra te lever tôt. Mais en même temps, je te demande des informations en fin de conversation. » Et là, Gustave a dit « reviens s'il te plaît à ces histoires d'énergie, parce que c'est intéressant et c'est très urgent. » Eh bien, c'est simple, a dit Léon, on est arrivé au bout du bout. Hier, j'ai parlé longtemps à Vladimir, qui est à Budapest, qui confirme que la guerre est finie dès que les Russes le décident, mais surtout il dit que Trump va complètement dans le sens de Musk en ce moment. L'immigration est un poison distillé sur ordre par tous les mondialistes esclavagistes qui règnent par la terreur climatique, sanitaire, vaccinale, par la sécurité, et les robots c'est mieux. Donc Trump a reçu le président hongrois avec tous les honneurs en disant « mais quel affreux traitement l'Europe vous réserve, vous pauvres Hongrois, elle vous met à l'amende pour avoir voulu préserver votre pays de l'immigration clandestine. Allez, tenez, je vais faire un geste, a dit Trump, je vais vous laisser acheter du gaz russe encore pendant 1 an ou 2 malgré les sanctions. » Et ça veut dire plein de choses, a dit Léon. D'abord, l'Amérique future parie sur une entente avec la Russie. Ensuite, elle parie sur une économie qui préfère les robots aux Afghans, si tu vois ce que je veux dire. Et surtout, elle parie, a dit Léon, sur une énergie pas chère et illimitée. Ils savent déjà tous que ça va débouler très vite maintenant. Ça tombe bien, dit Gustave, parce que les Français ne savent pas, eux, qu'ils vont devoir payer 2 ou 3 fois plus leur électricité dès janvier pour s'être fait voler le nucléaire par l'Allemagne. En fait, quand tu regardes bien, tout ce que nous subissons de l'Europe, en ce moment, nous le subissons en vérité de l'Allemagne. L'abonné au monde a essayé de crier « halte à l'anti-gauchisme », etc. Mais moi, j'ai dit « écoute, moi j'ai connu ici, dans ma jeunesse à Campagnole, au moins 5 vieux qui avaient passé 2 ans de leur vie en travail forcé en Allemagne pendant la guerre. Eh bien, ils n'auraient pas trouvé qu'on exagère à propos de l'Allemagne. Il faudra qu'on en parle ici même. Pourquoi pas? En effet, je vais faire un truc comme ça. Et je dis. Et l'abonné au monde a dit, pour détourner la conversation une fois de plus, tiens, comment cette fois tu fais pas de pub pour ton livre? Ben non, j'ai fait de la pub pour un autre livre. Mais puisque tu le dis, on va remplacer en effet le générique de fin par une pub spéciale Noël. C'est pas un peu tôt? Dans la mesure où Amazon et la Fnac font exprès de traîner les pieds jusqu'à 1 mois et demi de délai annoncé pour une livraison,
Non, il n'est jamais trop tôt, mais demandez-le, le livre, à votre libraire du coin ou directement par Internet chez l'éditeur. Vous avez compris que le système d'édition tout entier en France en ce moment dépend de 3 milliardaires comme tout le reste et qu'il est lié pour vous fourguer Bardella, Villiers, Zemmour, Knafo, Bock-Côté et consorts, qu'on va jusqu'à intimider les libraires qui veulent faire une séance de signature avec un dissident, donc contre-attaquer en commandant le petit livre dont la pub suit malgré les obstacles, et rendez-vous éventuellement à la librairie Logos à Paris le 12 à 16h. Merci. Offrez ce livre à vos amis les plus bouchés, ils vous remercieront.